5 sur 7 matin, nous sommes ensemble jusqu'à 8h45. Les invités se succèdent sur le plateau. J'ai le plaisir de recevoir Roméo Quintorundi. Je prononce C'est bien. bien ça. Vous êtes le président de l'ABCPN. Ça veut dire quoi? ABCPN, alors bonjour Serge. Bonjour C'est Roméo. l'association béninoise pour la cybersécurité et la promotion du numérique. Exactement. Et puis avec vous, on va parler donc de cybersécurité, revenir un peu sur vos dernières activités, activités de sensibilisation. Et vous avez ciblé les centres de formation surtout. Exactement. Pourquoi? Alors, l'ABCPN, c'est une association spécialisée dans la sécurité numérique et aussi dans la sensibilisation à l'usage des outils numériques et tout. Et le code du numérique qui a été promulgué en 2018, nous avons fait la remarque que ce code-là est méconnu par la plupart des usagers du numérique au Bénin. Et nous avons pris l'initiative de sensibiliser plusieurs couches de l'écosystème. Ouais. La première étape de cette, disons, caravane itinérante que nous avons prévu de faire, c'était les étudiants. Et nous sommes allés sur l'université d'Abomey-Calavi, justement, et nous avons rassemblé un certain nombre d'étudiants de différents centres de formation et tout. Et nous leur avons parlé, en fait, décrypter le code du numérique avec eux, leur faire comprendre qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire aujourd'hui, comme quoi, voilà, l'usurpation d'identité, tout ce qu'il faut. Leur avons aussi parlé des opportunités, parce que le code du numérique aujourd'hui est promulgué et ça donne beaucoup d'opportunités, surtout aux jeunes, surtout aux étudiants qui sont en fin de cycle. Ouais. Le code du numérique que vous avez d'ailleurs sous Oui. la main, qui devient comme votre bréviaire, votre Bible. Hein. On va le dire ainsi. Et nous avons, disons, la lourde tâche d'évangéliser Exactement. les usagers par rapport à ce code-là qui constitue 647 articles. Certes, on ne peut pas aborder tous les 647 articles en une activité. Et l'essentiel, en fait, c'est d'expliquer à ces gens-là, à la cible que nous avons devant nous, que voilà, il y a des opportunités. L'idée, en fait, ce n'est pas de faire peur aux gens pour dire, voilà, il y a le code et tout. Voilà. Donc, l'idée, en fait, c'est de leur faire comprendre Mais ça, qu'il y a c'est des déjà bien, opportunités. c'est déjà bien de comprendre déjà par vous-même que si ça doit être comme une épée de Damoclès ou bien ça va tomber raide comme un coup J'avoue qu'en près. 2017, Ouais. quand le code était, disons, en rédaction et tout, et nous avons eu vent, nous, les usagers, les acteurs de l'écosystème, nous avons pris des initiatives pour voir clair un peu dans ce qu'il en est. Il ne faudrait pas que ce code-là soit, disons, un blocage pour nous dans nos activités et tout. Et après, nous avons remarqué que c'était plus une ouverture. Aujourd'hui, pour la petite histoire, nous étions à Natitengu au mois de novembre dans le cadre de la semaine du numérique. Et la cible qui était devant nous, il y avait environ 80 personnes. On était venus pour leur parler du numérique et tout. Et je leur demandais en fait, qui sont ceux qui ont déjà entendu parler de code du numérique. Il y avait timidement 2 doigts qui se sont levés. Sur Timidement 80. parce que, bon voilà, ils ont entendu code du numérique, mais le contenu et tout. Ouais. Ceux-là, ce sont des Béninois. Le code du numérique s'applique à tous les Béninois. Et nous avons, nous, acteurs de l'écosystème, nous avons la lourde tâche d'en parler autour de nous. Certes, le gouvernement et tous ceux qui ont participé à la rédaction de ce code ont fait un gros boulot, mais c'est à nous, en fait, qui sont au contact des citoyens, de leur parler de cela. Oui. Alors, mais de façon concrète, hein, que faut-il retenir vraiment de ce code du numérique? Imaginez que vous êtes encore dans une école. Vous n'êtes pas encore allé à l'Institut de mathématiques. Imaginez juste que vous êtes devant ces étudiants de l'Institut des sciences physiques et mathématiques. Alors justement, le contenu, comme je vous disais, là, c'est une caravane itinérante. Nous avons prévu de sensibiliser plusieurs couches, les étudiants, les élèves, les écoliers qui utilisent plus l'outil numérique que vous et moi aujourd'hui, les journalistes qui manipulent l'information au quotidien. Et alors, le message que nous donnons, le décryptage que nous faisons de ce code-là, dépend de la cible que nous avons devant nous. Et déjà, avec les étudiants, lors de la première édition de cette sensibilisation que nous avons faite, en partenariat avec l'Agence pour le développement du numérique, c'est le lieu de les remercier de nous avoir accompagnés dans cette initiative. Aux étudiants, nous sommes attardés sur 2 livres. Le code numérique contient 7 livres, sur 2 livres particuliers, le livre 5e et le livre 6e.
Le livre 5e parle de la protection des données à caractère personnel. Ouais. Et le livre 6e parle de la cybercriminalité et de la cybersécurité. D'accord. Donc, c'est ces deux livres-là que nous avons plus décortiqués avec les étudiants qui étaient en face de nous. Nous leur avons expliqué en fait qu'il y a beaucoup d'opportunités aussi qui découlent de ce document, notamment à travers la disposition de la cybersécurité. Aujourd'hui, il y a, disons, un manque de main-d'œuvre dans le domaine de la cybersécurité. Certes, aujourd'hui, le numérique est en train de prendre de la pleur. Demain, l'économie numérique, demain, c'est déjà à côté. Hein. Voilà, ouais. ce sera transversal à tous les domaines, déjà transversal à tous les domaines. Et on a besoin de la main-d'œuvre en sécurité numérique pour sécuriser les systèmes, sécuriser les applications, sécuriser tout ce qu'il faut. Et ce code du numérique, justement, à travers sa promulgation, a créé plusieurs agences, dont l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui a besoin de main-d'œuvre dans le domaine de la sécurité numérique. Aujourd'hui, l'ANSSI fait un grand boulot pour ce qui est de la sécurisation du cyberespace. Et la BJC-CERT également, la BJC-CERT, c'est, disons, l'équivalent des pompiers numériques. C'est eux qu'il faut contacter quand vous avez un souci, un piratage en cours et tout. Et ceux-là aussi, c'est une entité qui est là et ils ont besoin de la main-d'œuvre pour œuvrer. Donc voilà, nous avons ces deux livres-là que nous avons décortiqués avec les étudiants. Ça dépendra de la cible que nous avons devant nous, comme je vous l'ai dit. Il y a le livre deuxième ou troisième, je crois, qui parle de la confiance, de la prestation et tout. Voilà, ça c'est à l'endroit peut-être disons de ceux-là qui stockent les données des usagers. Je veux parler des opérateurs GSM par exemple, des fournisseurs d'accès à Internet. Mais pour devenir un spécialiste comme vous en cybersécurité, comment on fait pour devenir... Alors, c'est déjà, important de le dire aux enfants la aussi. La sécurité numérique, c'est une passion. D'accord. C'est une passion. Aujourd'hui, il y a des écoles qui forment en sécurité numérique au Bénin. Je vais nommer l'IFRI, qui est sur l'université d'Abomey-Calavi. Et moi, particulièrement, je n'ai pas fait un centre de formation, c'est une passion. Et on a développé cette passion-là au jour le jour et on a continué par apprendre. Nous avons eu une bourse, disons, de formation à Abidjan. Et dans notre retour, les boursiers que nous étions, nous avons dit, bon, il faut qu'on se constitue en association pour partager ce que nous avons reçu comme formation. C'est de là que nous avons créé l'ABCPN, qui aujourd'hui fait son petit bonhomme de chemin. Nous avons notamment initié le BJ Hacking Academy, qui, à chaque édition, nous formons... D'abord, nous faisons une sélection parce qu'il ne faut pas former n'importe qui dans ce domaine-là parce que tout le monde n'a pas les idées. Voilà, donc nous formons les gens en leur donnant des astuces pour attaquer et défendre les systèmes informatiques. Et comme je le disais, c'est une sélection qui est faite. Nous le faisons en partenariat avec l'ANSSI. Et voilà, nous avons aussi initié les samedis du numérique depuis 3 ans. Et la sensibilisation sur le code du numérique que nous faisons justement, c'est à travers les samedis du numérique, en partenariat avec l'Agence pour le développement du numérique. Alors, revenons à la protection des données à caractère personnel, ce qui constitue le gros du livre 5e, c'est ça? Oui, le livre 5e. Le livre 5e du code du numérique. Que faut-il y retenir de façon concrète et pourquoi protéger ces données à caractère personnel? Alors, et même quand on en parle, c'est quoi déjà les données à caractère personnel? Les données à caractère personnel, c'est, disons, c'est les informations personnelles vous concernant. Et comme quoi? Votre date de naissance, votre lieu de naissance, votre situation matrimoniale, tout ça, ce sont vos informations à caractère. Votre contact, votre numéro de téléphone, votre email, c'est des informations qu'il ne faut pas diffuser en ligne. Il faut diffuser, n'importe qui peut avoir accès à ces informations-là. Donc même quand on doit aller sur Facebook ou sur je ne sais trop, qui vous demande d'inscrire votre numéro de téléphone. Oui, il y a certaines, on vous demande si vous souhaitez qu'il soit affiché ou pas. D'accord. Ce n'est pas obligatoire, ce n'est même pas recommandé de laisser accès à ces informations-là. Il y a certains qui disent, bon voilà, Facebook rappelle les anniversaires et tout. Oui, c'est bien.
Mais il y a Franck Kouyami, qui est consultant en sécurité numérique, Ouais. qui, au cours de cette sensibilisation, devait parler de la e-réputation et des risques encourus. Il disait, en conclusion, d'abord, il faut savoir quoi partager, quand le partager, pourquoi le partager. Et bon, voilà. Il nous a donné un exemple tout banal. Je vais essayer de faire bref en 30 secondes. Il n'y a pas de souci, hein, on a le temps. D'accord, merci. Il disait qu'il a organisé une fête d'anniversaire et il a invité tous ses amis proches et tout. Et par le hasard des choses, à une table se retrouvaient un chrétien, un musulman, un athée et tout. Et donc, lui, il mange un peu de tout. Donc, il a fait du mouton, du porc et voilà. Donc, à la table, le chrétien voulait du porc, donc ils ont déposé le méchoui et tout. Donc, les autres? Le musulman dit, bon, voilà, moi, c'était une dame en plus. Je ne m'en approche pas. Je ne fais pas cet aspect, je vais me déplacer. Mais le temps de quelques secondes là, le monsieur qui a été recruté pour prendre des images il avait pris une déjà. photo. Oh là 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 Il y avait là. quelqu'un à côté aussi à une table parce que le méchoui était tellement bien Oh fait qu'il là a pris là. une photo et qui a mis sur son statut. Oh non. Voilà, je suis arrivé à un anniversaire où tout était bien propre, regardez la... Et le mari de cette dame est ambassadeur dans un pays, je ne sais pas, Koweït, je ne sais pas trop. Et de partage en partage, l'image est parvenue au monsieur qui est descendu, qui a convoqué une réunion de famille. Pour une simple publication qui peut-être, voilà, plaisir. A priori banal au départ. Peut éventuellement permettre à cette dame-là, bon, casser le foyer, en fait, Bien je sûr, vais dire, ça parce peut que même le mari devenir... n'était pas du tout d'accord, mais tu devais te lever, il y avait du porc et tout, voilà. Donc, c'est pour dire quoi? Qu'est-ce que nous devons... C'est vrai, certes, il faut partager, il faut diffuser des informations, il faut animer les réseaux sociaux et tout, mais il faut savoir quoi partager. Quoi partager, c'est important. Pour revenir à votre question, les données à caractère personnel, il faut protéger nos données à caractère personnel. Il faut protéger nos données à caractère personnel. J'insiste sur ça parce que je disais aux étudiants il y a quelques jours, le domaine de la sécurité numérique est très vaste. Et il y a plusieurs types d'attaques. On peut passer par votre équipement, votre appareil numérique pour commettre un forfait. Et celui qui fait cela peut ressortir et c'est vous qu'on va attaquer en premier lieu. Parce que comment ça peut se passer? Ça s'appelle une attaque par pivot. Alors, je vais vous donner un exemple tout banal. Votre téléphone, j'arrive à le craquer. C'est un téléphone intelligent. Vous avez un mot de passe ou pas. J'arrive à entrer dedans. Vous êtes connecté à Internet. Je passe par votre téléphone pour pirater une agence financière, par exemple. Je prends quelque chose, je ressors, j'efface mes traces qui sont venues vers vous. Alors, quand la BJC7 sera contactée ou les experts seront contactés pour les consultants pour voir l'état des lieux, la trace de la personne qui est allée commettre le forfait, c'est votre téléphone. C'est vous qu'on prend en premier lieu. Après, on peut faire d'autres investigations pour voir si quelqu'un d'autre est passé par vous. Mais là, vous serez déjà au frais là-bas. Voilà. Donc ça peut arriver. Ça arrive. Ce n'est pas que ça peut arriver, ça arrive. C'est vrai? Ça arrive. Et c'est pour ça que nous disons aux gens, verrouillez vos outils numériques, téléphone, tablette, tout ce que vous utilisez, qui est connecté à Internet, bien sûr. Mais comment verrouiller également et être sûr que ça s'est verrouillé, que ça nous... enfin, les spécialistes... Oui, malheureusement, il n'y a jamais de risque zéro. Et on a l'habitude de dire quand il y a une faille, quand le risque humain constitue 80% et le risque, la faille technique, c'est 20%. Déjà, faites ce qui est votre part dans les 80%, changez régulièrement les mots de passe, mettez des mots de passe complexes et tout ça. Et celui quand c'est facile, c'est déjà difficile à se rappeler et maintenant il faut que ce soit complexe. Mais on n'a pas le choix. Que Aujourd'hui, le numérique est en train de prendre de l'ampleur. Et je donnais un exemple tout banal. Aujourd'hui, dans cette salle, si nous mettons un billet de 1000 francs, tout le monde, 100 personnes vont passer, personne ne va faire attention. Mais mettez-y 10 millions, ça va commencer à attirer l'attention. Mettez-y 10 millions d'euros,
vous allez voir que même des experts du Nigeria, du Togo vont chercher à entrer dans cette salle pour piquer quelque chose. Le numérique aujourd'hui, l'économie numérique commence à prendre de l'ampleur et si on peut faire beaucoup de choses. On a été bloqué par la COVID-19 pendant des mois. Les entreprises ont travaillé, donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. D'accord. Alors, par rapport aux données à caractère personnel, hein, c'est de ça qu'on parlait justement, il faut les protéger de façon systématique. Systématique. Comme je vous disais, il ne faut pas diffuser n'importe quoi en ligne. Il faut protéger nos données. Et ça aussi concerne en fait ceux qui manipulent les institutions ou les personnes qui manipulent les informations à caractère personnel des utilisateurs finaux. J'ai nommé tout à l'heure les opérateurs GSM par exemple, qui, en vendant des SIM et des cartes SIM, ils prennent un certain nombre d'informations. Ils ont le devoir de protéger nos informations. S'il y a une fuite d'informations concernant votre identité ou tout ça, vous avez le droit, à travers le code du numérique, de déposer une plainte. Ah oui. Mais pareil pour les FAI, les fournisseurs d'accès Internet, en tout cas toutes les structures qui font de la manipulation de données à caractère personnel. Oui. Est-ce que les photos prises constituent des données à caractère personnel? Oui, les photos prises constituent des données à caractère personnel. Si vous n'avez pas donné votre autorisation à une personne qui diffuse votre photo, cette personne-là a le droit de répondre si vous décidez Et est-ce que c'est puni par le code? Oui, c'est puni par le code. Il y a 647 articles, je n'ai pas l'article de façon précise. Oui, de façon précise. Mais tout ça est réglementé. C'est pour protéger en fait les utilisateurs finaux. Tout ça, c'est pour protéger les utilisateurs finaux. L'usurpation d'identité, la pédopornographie, tout ça, c'est réglementé. Aujourd'hui, tout ce qu'on faisait il y a 5 ans, il y a 6 ans sur Internet, on ne peut plus le faire aujourd'hui. Parce que tout ça est réglementé et protégé. Il y a quelques années, on arrêtait certains caïmans, les cyberdélinquants, comme on les appelle communément, mais faute de preuves tangibles, ils sont relâchés. Aujourd'hui, il y a plusieurs structures qui sont créées dans l'OCRC, l'Office central de la répression de la cybercriminalité, qui aujourd'hui mène un certain nombre d'investigations. Dès que ceux-là, on met la main sur eux, il y a des preuves et tout qui permettent de les garder. La petite histoire, il y a en 2015 ou 2016, la gendarmerie française et la police française conjointement ont identifié le Bénin comme zone rouge en matière de cybercriminalité derrière la zone Maghreb et la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous ne sommes plus en zone rouge. Nous ne sommes pas en zone verte non plus, nous sommes en zone orange. Mais c'est une avancée quand même et c'est à l'avantage de tous ceux-là qui font un bon boulot, notamment l'ANSSI et la BJC7. Avant de vous laisser partir, je crois que vous allez rester d'ailleurs avec moi le temps que nous suivions ensemble la revue de presse. Vous n'avez pas encore lu les journaux ce matin? Non, pas encore. Bon, d'accord. Allez, vous allez rester avec moi le temps que Ulvaeus Balogun, que vous connaissez certainement, il vienne nous présenter la revue de presse. C'est tout de suite.